BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là, 19h30 en ce mercredi soir. Un vrai plaisir que de vous retrouver. Bienvenue dans Tech Co, la quotidienne sur BFM Business, votre rendez-vous tech. Vous le savez, on est là chaque soir du lundi au jeudi, 19h30, 21h. Radio, télé, direct bien sûr. Et puis après les replays, les podcasts qui vous attendent. Avec ce soir au sommaire de ce Tech Co, eh bien on va revenir sur le métavers. Vous savez, on en parlait, mais quasiment tous les jours il y allait, un an et demi. Eh bien, Meta serait prêt à débrancher son métavers parce que, vous l'avez compris, ça ne marche pas aussi bien que prévu. On évoquera là, en revanche, un vrai succès, un succès qui questionne aussi, celui de Starlink. Elon Musk a annoncé avoir lancé 10 000 satellites Starlink. On en parlera, bien sûr. Et puis, tout à l'heure, on reviendra sur le sujet sociétal du moment. Que vont devenir les doubleurs? Et on va en parler ce soir avec deux spécialistes de ce sujet, deux personnes qui sont dans ce métier. Patrick Cuban, qui est artiste-interprète, et puis Emmanuel Curtil, que vous connaissez peut-être. C'était l'une des stars de la remise des Césars. Il sera avec nous sur le plateau tout à l'heure parce que, évidemment, le métier de doubleur est menacé. Emmanuel Curtil, juste pour la petite anecdote, c'est le doubleur d'un certain Jim Carrey. Voilà, c'est le sommaire de ce Tech Co ce soir. Un grand merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Alors, je pourrais m'amuser à imiter Jim Carrey, faire splendide, comme ça, mais bon, je pense qu'il faudra demander à Emmanuel Curtil de le faire mieux que moi tout à l'heure. Le débrief de l'actu tech avec ce soir, tiens, justement, ça tombe bien, il est splendide, c'est Clément David. Ah, c'est mon Eva, tu vois. Tu vois, tu t'y attendais pas. Non, et voilà. Rarement ce genre de compliments sur ce plateau. Écoute, ça me fait plaisir pour la première fois de le faire. Clément qui est président de Theodo Cloud et qui touche sa bille quand même dans le monde de la tech, vous allez pouvoir vous en rendre compte tout à l'heure, c'est simplement pour lui mettre un petit peu la pression. Jean Schmitt est avec nous aussi ce soir. Salut Jean. Bonsoir. Jean est président de Jolt Capital. Jean manipule les milliards comme nous manipulons les clés de notre voiture. Voilà. Il investit dans la deep tech. J'essaye de ne pas les perdre quand même. Les clés de la voiture. Et Jean est un fin connaisseur aussi de toute cette tech qui nous entoure. Et puis, bien sûr, Jérôme Colombin est là ce soir. Salut Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Journaliste et créateur du podcast Monde Numérique, journaliste tech auparavant sur France Info. Et puis, depuis quelques années, tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale et tu produis tous les jours tes podcasts que je vous invite à découvrir, bien sûr, Monde Numérique. Un peu partout, sur toutes les plateformes. Messieurs, pour débuter, écoutez, oui, on va débuter, je le disais tout à l'heure, comme une boutade à Clément, on va débuter avec la fin peut-être d'une aventure et d'une histoire menée par Mark Zuckerberg, c'est le métavers. Est-ce que vous vous rappelez de Horizon World? Oui. Ce masque, alors bon, évidemment, on se remet dans le contexte. Mark Zuckerberg, il y a encore quelques années, misait des dizaines de milliards dans le métavers et dans ses masques de réalité virtuelle, avec toute une série de modèles de casques de réalité virtuelle qui étaient sortis. Et d'ailleurs, peut-être même d'autres vont sortir, mais il y avait évidemment tout un environnement logiciel, et notamment cet Horizon World qui nous permettait de nous connecter de manière virtuelle avec nos avatars dans des environnements. Jérôme, on s'en souvient parce qu'à l'époque, on bossait beaucoup ensemble et on avait fait un podcast. On avait fait une émission ensemble dans cet espace virtuel. Oui. Comme quoi, des conneries, on en a fait quand même dans notre vie. Ça, on ne peut pas dire, vraiment. Mais c'était drôle quand même. C'était un peu on avait tenté ce truc-là. Mais c'était sympa. Voilà, tu avais ton avatar, j'avais mon avatar, et on avait fait un podcast dans ce monde virtuel. Et visiblement, on était les seuls à tester ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, et c'est l'actu du jour, Mark Zuckerberg débranche visiblement Horizon World. Le 15 juin, ce sera terminé, Horizon Worlds. Alors oui, c'est une page qui se tourne. En même temps, bien sûr, ça ressemble un peu au chant du cygne du métaverse, mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'on l'annonce, la mort du métaverse, en réalité. Le début, c'était 2020, c'était août 2020, lorsqu'il a expliqué qu'il avait eu la révélation, ou plus exactement que c'était le projet de sa vie, et que vraiment, ça allait changer le monde, ce monde parallèle virtuel. Voilà, août 2020, rappelons-nous, remettons-nous dans le contexte. On est en plein Covid, bien sûr, et le métavers prenait tout son sens dans ce monde un peu dématérialisé, où on évoquait beaucoup la visio. C'était juste avant, je crois.
Bah, si c'est août 2020, non. Bah alors, je sais plus, il faudrait Bon, que je revoie ma chronologie, mais Voilà. il me semble que c'était ça. Hein. On va réviser le calendrier. Ouais. Et non, parce qu'on n'était pas confinés. Hein. Moi, j'étais à la plage, personnellement. À ce moment-là. Non, mais on était dans cette, si tu veux, après, il y a eu d'autres confinements. Oui. Il y avait mars 2020 qui était le premier confinement. Après, il y a eu un petit relâchement l'été. Après, c'était reparti. Mais je pense que c'était dans ce contexte un peu particulier de surutilisation du numérique que Mark Zuckerberg avait lancé son métavers. Alors, après, il faut rentrer un peu dans le détail. Le métaverse de Meta, alors sauf que Meta est devenu Meta, Facebook est devenu Meta entre-temps. Donc, Oui, c'est vrai. Il avait rebaptisé voilà, la boîte. conviction de Zuckerberg dans ce truc-là. Mais le métaverse tel qu'il le révèle n'a jamais existé, en fait. Simplement, il a continué à investir des millions dans ce labo, le Reality Labs, et Horizon Worlds était un ersatz de métaverse, c'était un apéritif du métaverse, mais c'était pas le métaverse qui l'envisageait, hein, c'était un avant-goût, en réalité. Donc, il le ferme, mais ça ne veut pas dire qu'il tire complètement le rideau. Il y a des trucs qui vont continuer, et notamment les casques Quest dont tu parlais, qui vont continuer. Mais bon, c'est vrai que la partie soft en prend un sacré coup quand même. Oui, en plus, récemment, même, ils ont arrêté les jeux, hein, tout ce qui est, les programmes, les logiciels. Et puis, il a revendu des studios, justement, qu'il avait achetés pour créer des jeux. Il a licencié pas mal de monde VR, aussi, mais il a aussi recasé, il a réorienté. Il y a les lunettes maintenant qui sont arrivées. Ouais. Donc, on réoriente un peu là-dessus. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va ? Moi, je dirais pas que j'ai toujours cru à ce truc-là, parce que je vais avoir l'air ridicule, mais je me dis qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, ça renaisse sous une forme ou sous une autre. Regardez les lunettes connectées, hein, après les Google Glass, voilà. On verra. Écoute, tu as deux spécialistes en face de toi qui vont réagir tout de suite. Qui commence ? Il a Clément. l'air de vouloir dire un truc. Jean et après Clément. Je suis très triste que le métaverse soit en train de battre de l'aile parce que ça me faisait marrer tellement c'était nul. C'est Zuckerberg comme visionnaire, c'est de la vision de pubeux. C'est-à-dire qu'il ne comprend rien à la tech, mais alors il se lance, quoi. Il y va, il renomme sa boîte, il fait un truc, il explique à tout le monde qu'on va vivre dans le métaverse. comprend rien à la tech. C'était pathétique. Et c'était pathétique parce que le hardware, de toute façon, il ne marchait pas. Donc, faire ce qu'il voulait, ça ne marchait pas. Tout à l'heure, c'était pas bon. Donc, quand on regarde le changement vers Ray-Ban, c'est très différent. En fait, c'est l'opposé du métaverse. Le métaverse, c'est tu prends ta tête et tu la mets dans un truc virtuel. Les Ray-Ban, c'est tu mets des lunettes, tu regardes le monde réel et on te met quelques infos au plus. Donc c'est vraiment... Oui, c'est l'inverse, tu as raison. C'est juste l'inverse. Déjà, on se dit, bon, il a fait le grand écart, mais au moins il est tombé du bon côté. Mais franchement, le métaverse, c'était une blague. Mais enfin, moi, je me souviens, quand on avait parlé ici, c'est une aberration, c'est une abomination, une idée technologique qui n'a aucun sens. Maintenant, les lunettes, en revanche, ça, c'est parti pour quelque chose de sérieux. D'abord, ça me fait plaisir, j'ai des lunettes, on a tous des lunettes là. Donc, c'est notre vengeance, les 4 yeux vont se venger. Mais de l'autre côté, la techno commence à être mature. Parce qu'une lunette connectée, mais une lunette connectée, c'est grosso modo un écran. Et là, on commence à faire des micro-écrans qui sont excellents. Il y a des boîtes en France qui font ça très bien maintenant. Micro-LED notamment. Et micro-LED, des guides d'ondes qui vont envoyer ça. Donc, on envoie cet écran avec un guide d'ondes sur la lunette. Et derrière, ça fait tourner la lumière dans les yeux. Et ça marche parfaitement bien. Donc, on peut faire des écrans très, très haute définition, envoyer des images très, très bien. Il y a encore un petit problème de brillance, mais c'est en train d'être résolu avec des écrans qui sont beaucoup plus brillants. Donc, on y arrive. Et donc, c'est encore quelques années, et on aura des lunettes qui seront extraordinaires. Et qui pèsent rien. Un petit module comme ça pèse 7 grammes. En revanche, tu dis que ça marchait pas la VR. Techniquement, ça marchotait parce que moi, je me souviens, on avait testé plusieurs masques. Il y avait quand même une certaine immersion. Alors, ça marchait bien. Je suis d'accord. Là où je te rejoins, c'est que c'est inconfortable. C'est l'expérience qui n'était pas folle. Techniquement, ça marchait, mais en termes d'expérience, c'était, tu vois, tu avais des problèmes de batterie. Et puis, est-ce qu'on est fait pour porter un casque sur la tête et se couper du monde ? C'est ça. Même au niveau sociétal, j'ai l'impression que c'est loin mais en fait, je pense que de ce pourquoi on a été conçu. Si je peux me permettre, je pense que c'est pas le bon débat. En fait, la question, c'est, tu vois, bon, c'est 80 milliards de pertes, on est triste, voilà. Bon, s'il y a une boîte au monde, allez, dans les 3 boîtes au monde qui peuvent se le permettre, c'est bien. Bon, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ? Ils ont essayé de trouver la prochaine plateforme avant tout le monde.
Tu vois, ils ont essayé de dire, ok, bah nous, notre pari, et c'est ton collègue Daniel Riolo qui disait en parlant de Neymar il y a quelques années, tu peux pas être content d'avoir Neymar qui dribble en même temps lui en vouloir quand il rate des dribbles. C'est un peu pareil avec Elon Musk. Elon Musk, on le trouve génial. J'ai pas compris la ref, mais bon, c'est un truc de foot, je pense. C'est un truc de foot. Elon Musk, quand il fait Tesla, ou peut-être qu'on va parler de Starlink tout à l'heure, tout le monde le trouve extraordinaire, et après, oui, quand il fait The Boring Company, tout le monde le trouve nul. Forcément, si tu tentes un truc, il y a une probabilité d'échec. Mais s'ils avaient été les premiers à trouver la future plateforme où tout se passe, ça aurait été de l'argent qui rentre pour les 100 prochaines années. Il se trouve qu'ils ont surestimé la vitesse d'adoption, ils ont surestimé l'expérience que tu disais. Après, c'est pas du temps perdu. Parce qu'en fait, on va parler d'Apple un peu après. Le truc, c'est qu'en attendant, ça reste dans le top 3 des boîtes de l'IA, qu'ils ont développé du hardware, qu'ils en ont profité pour bosser leur intelligence artificielle. Ils ont quand même, Llama, c'est peut-être le numéro 1 des modèles, on va dire abusivement open source. C'est pas vraiment open source, mais c'est l'idée, c'est open weight, on appelle ça. Mais ils sont devant, ils ont leur puce MTIA, je sais pas si on dit MTIA ou MTIA, mais donc ils ont avancé aussi sur la partie GPU, etc., etc. Finalement, c'est pas comme si ce wagon qu'ils avaient pris dans la mauvaise direction avait fait qu'ils avaient un wagon de retard ailleurs. Ils restent très bien placés, très rentables. Ce pari n'a pas payé, ils s'en sont servis pour d'autres actifs, c'est pas très grave. C'est presque de la recherche en fait. Oui, c'est de l'exploration technologique et effectivement ça coûte cher parce que quand tu... Mais tu vois, c'est pas Ubisoft qui sort une licence et si la licence marche pas, et ben en fait ils perdent 30% en cours de bourse et ils sont sous plan social pour les 3 prochaines années. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est clair. Oui, mais c'est vrai que la force financière, la puissance financière de Meta, elle est monstrueuse. C'est-à-dire que ces 80 milliards, ça y est, il les a digérés. Finalement, puisque les résultats de Meta sont tellement colossaux que finalement 80, bon, ça passe. Jean ? Oui, c'est pas beaucoup d'argent, puis c'est vrai que c'était peut-être pas 80 milliards non plus, hein, parce que ça paraît beaucoup pour le résultat. N'oublions pas que le métaverse, c'est quand même l'idée de mettre des gens en immersion dans un monde numérique. C'est ça qui a échoué. C'est ça qui n'est pas bon. C'est aussi cette façon de penser qui est assez détestable. Mais ça reviendra peut-être un jour, je suis désolé. Je pense que ça n'a aucun mérite. Et pas pour porter ça toute la journée, mais... Non, mais je pense que si tu fais Ready Player One, oui, mais à ce moment-là, c'est dans 20 ans, tu vois. Mais ça reviendra. Ouais, bah voilà. C'est Inception. Je ne crois pas du tout, et je pense même que c'est pas souhaitable. Mais... je dis pas que c'est souhaitable. Ah oui. Et quant à Apple qui a fait ces trucs de ces masques, c'est pareil, regarde, ça n'a aucun succès. Bon, ça marche pas très bien, c'est très très cher. Mais d'un autre côté, transformer les gens en Waymo, c'est quand même une drôle d'idée. Parce qu'en fait, on te met des petits senseurs partout, tu ressembles à rien avec ce truc, tu as l'impression que tu es une voiture autonome quand tu mets ça sur la tête. Mais enfin, il y a des usages aujourd'hui pour la réalité virtuelle. Hein. Non, on donne toujours les mêmes, on dit la formation. Professionnelle, voilà. Oui, bien sûr. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu bullshit, ça, tu vois ? Moi, j'aimerais bien savoir si des ingénieurs d'Airbus mettent leur masque VR pour aller démonter un réacteur, tu vois. Je suis pas sûr. Et alors que c'est pourtant toujours les exemples qu'on nous donne, tu vois. Peut-être que... Non, alors peut-être que je me trompe totalement. Bah, il faudrait en être sûr. Oui, mais bon, voilà. Le grand usage aujourd'hui qui fonctionne, c'est beaucoup plus low-tech que ça. Il y en a deux, en fait. Il y en a un qui est vraiment très, très low-tech, c'est dans les entrepôts. C'est où est le truc que je dois prendre. Et ça, c'est très utilisé. Ça fait gagner quelques secondes pour mettre les bonnes choses dans les bons paquets. Ça dit ne mets pas ça dans le paquet parce que c'est pas bon. Ça marche bien. Ça fait gagner beaucoup de retours sur investissement et ça fonctionne dans des entrepôts pas très robotisés. Et puis l'autre truc, c'est la médecine. C'est pas de la VR pure à ce moment-là, c'est de la XR, quoi. C'est de l'augmented reality. Et de toute façon, en environnement professionnel, il n'y a pas de réalité virtuelle, il n'y a quasiment que de l'augmented. Et dans l'augmented, on en a plein. On a en médecine. Hein. Oui, absolument. Voilà, bon, bah écoutez, on va voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. C'est vrai que les paris sont ouverts. Hein. Est-ce que Mark Zuckerberg va clore ce chapitre de la VR ou est-ce que dans quelques années ça reviendra ? Moi, je suis un peu d'accord avec Jérôme. Je pense qu'aujourd'hui, le souci, c'est le hardware qui est lourd, qui est gros, qui est pas parfait. On n'a pas encore trouvé la killer app, hein, à part Beat Saber. L'adoption n'est pas claire. L'adoption n'est pas claire et si ça n'a pas pris dans le monde du jeu vidéo, même les casques VR, etc., c'est vraiment que pour l'instant c'est beaucoup trop tôt parce que pour le coup, j'en ai fait une référence il y a un an, à un film dont personne ne se souvient qui s'appelle Fantôme avec chauffeur. C'était avec Noiret et Junio. C'était génial. Enfin, très moyen, mais super dans son côté navet. Et j'adorais Noiret. C'était déjà à l'époque, on te vendait du jeu vidéo avec un casque, etc. Il y avait ça et pourtant c'est un film début des années 90. Si dans le jeu vidéo ça n'a pas pris de manière instantanée, c'est que le marché n'est pas mature parce que c'est le cas évident.
C'est-à-dire que pour moi, de toute façon, tu as une limitation hardware qui fait que tant que c'est pas intégré à des lunettes... Oui, mais le jour où ça deviendra léger, facile on va dire, d'utilisation, avec justement la killer app d'excellents jeux qui permettent de t'immerger, peut-être que ça décollera. Mais pour les réunions, et en l'occurrence Horizon World, moi j'aimais bien Horizon World. J'aimais pas le côté personnage, cartoons comme ça c'était désagréable. J'aurais préféré que ce soit des avatars un peu plus réalistes. Mais sinon, je trouve que c'était beaucoup plus sympa que de faire une visio. Oui. Bon, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu sentais le masque quand même lourd. Moi, quand je sortais, j'avais l'impression d'être allé au ski, tu vois. J'avais la marque du masque autour de la tête. Oui, mais tu mets ça 1 heure maximum. Oui. Bon, enfin bref, voilà. Le constat est qu'aujourd'hui, Horizon World, il n'y a personne qui y va, et c'est pour ça que Mark Zuckerberg débranche. Ah, Dieu. Dans l'actu, du côté de chez Apple, on va s'arrêter quelques minutes du côté d'Apple avec 2 actus. Vous savez qu'on va fêter, là, dans quelques jours, les 50 ans d'Apple, mine de rien. Que de chemin parcouru en 50 ans. D'ailleurs, on vous prépare une émission spéciale pour les 50 ans d'Apple avec des... Tim Cook. J'aimerais bien, mais on va en parler de Tim Cook. Mais bon, voilà, des personnalités qui ont gravité dans l'univers Apple, ça sera passionnant. Mais à l'occasion des 50 ans d'Apple, on se pose la question d'un autre anniversaire, celui de Steve Jobs, qui vient de fêter ses 65 ans. Non, Tim Cook. Steve Jobs. Le pauvre Steve nous a quittés il y a quelques années. Là, on parle de Tim Cook. Merci, Jérôme. Effectivement, lui, il vient de fêter ses 65 ans. Et il a été interviewé par une grande chaîne américaine. Et on lui pose la question, alors, est-ce que c'est bientôt la retraite ? Le suspense. Eh bien, il a dit non. Finalement, il veut continuer et pendant de nombreuses années à être à la tête d'Apple, parce que Apple, pour lui, c'est toute sa vie. Et puis, peut-être qu'il s'ennuierait, finalement, loin du campus d'Apple. Ouais, mais alors la question, c'est est-ce que Apple veut encore de lui pour de nombreuses années ? Bah oui. En fait, ça, c'est la question. J'allais y venir. Mais tu as raison. Non, mais c'est un peu comme... Alors, désolé, j'ai encore parlé de foot, Jérôme, je m'excuse, mais c'est un peu comme quand tu as un président d'un club de foot qui prend la peine de rassurer en disant on fait toujours confiance à l'entraîneur. Bon, généralement, c'est que ça veut dire qu'il y a quand même des discussions en interne. Si le journaliste pose la question, c'est aussi que c'est probablement des discussions qu'il commence à avoir, ne serait-ce que parce que tu ne remplaces pas Tim Cook comme ça en claquant des doigts, mais surtout, est-ce que c'est encore la bonne personne ? C'est-à-dire que Tim Cook, c'est l'excellence opérationnelle, tu vois, c'est très bien pour gérer un marché mature. Mais est-ce que l'ambition d'Apple, c'est de continuer à faire des très bons téléphones et de se positionner sur les vaches à lait pendant les 20 prochaines années ? Ou est-ce qu'ils veulent sérieusement se positionner sur un marché de rupture ? Et on parlait de rater les bons wagons et pas rater les wagons qui partent en ce moment. Auquel cas, le track record de Tim Cook depuis quelques années, il me fait poser quelques questions sur est-ce qu'on a envie de le garder pendant 20 ans, quoi. Jean, c'est ça le problème, c'est le paradoxe de Tim Cook. C'est un excellent exécutant, un excellent chef d'orchestre, finalement, de la machinerie Apple. Parce que, rappelons-le, c'était lui le patron de la supply chain à l'époque de Steve Jobs. C'était le bras droit de Steve Jobs. Et c'est lui qui faisait tout le sale boulot, qui allait en Chine et qui faisait en sorte que... boulot. Non, mais sale boulot dans le sens où... Il organisait. Il organisait au cordeau, finalement, les millions d'iPhone qui sortaient tous les jours. Et Steve, lorsqu'il a vu qu'il allait sortir du jeu et qu'il fallait un remplaçant, il n'a pas hésité une seule seconde. Il a donné les rênes d'Apple à Tim Cook. Et il a immensément bien réussi en matière de business. Il a raté complètement le virage actuel qui est celui de l'IA. Pas un seul grand talent de l'IA ne va chez Apple. C'est même l'inverse. Ceux qui en auraient s'en vont. Donc ça, c'est vraiment un problème. On va parler d'un départ aussi dans quelques instants. Il a expliqué qu'il n'envisagerait pas la vie sans Apple. Donc ça veut dire qu'il a prévu une fin à la Molière. Mourir sur scène, peut-être. Et l'iPhone 42. Ah, c'est ça, il va faire Argan. Marion Cotillard. J'ai bien fait, Super. Et donc ça, c'est possible. Les sites web commencent à donner des gagnants. Donc déjà, il y a toute une série de gars, John Ternus, qui commence à être donné à 55% comme étant le successeur. Donc les rumeurs vont bon train. Il ne va pas partir comme ça, c'est ce que tu disais, il va partir lentement, c'est-à-dire qu'il va devenir executive chairman. L'actuel chairman a 75 ans, il est atteint par la limite d'âge. Donc si on regarde bien, il ne va pas partir d'Apple, il l'a dit, mais il n'a pas dit qu'il restait CEO. Ouais, ça c'est intéressant. Donc
Il va devenir executive chairman, il va cocooner le suivant pour faire en sorte qu'il ne foute pas tout par terre. Est-ce que l'âge est un problème lorsque tu es à la tête d'une boîte innovante, sans doute la première boîte de tech innovante au monde, à ton avis ? Quand ta main tremble un petit peu et que tu ne te lèves plus à 4 heures du matin, oui. Je pense qu'il y a une fatigue qui vient à un moment où quand une boîte comme celle-là est extraordinairement exigeante, tu ne peux pas dire je travaille 8 heures par jour ou 10 heures par jour, tu travailles tout le temps. Et il y a un moment, si ta santé n'est pas au rendez-vous, tu ne peux plus. Donc je pense qu'il y a un petit problème. Quand on le voit, dans des interviews, il n'est plus aussi en forme qu'il ne l'était. Et je regrette de dire ça parce que moi, il est extrêmement il a 65 ans, il n'a pas un pied dans la tombe. Hein. Non, mais attends, t'as peu d'exemples quand même, à part Oracle, mais Larry Ellison, il est toujours là, mais en même temps, il a fondé le truc. Mais à part ça, t'as quand même peu d'exemples de mecs, tu vois, je réfléchis, de top 10 de la tech américaine qui est dépassé. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit à la vitesse à laquelle vont ces boîtes qui doivent innover, est-ce qu'à 65 ans, tu peux sentir les choses comme quand tu en as 30 ? C'est ça la question, en fait, finalement. Il y arrivé un de ces jours, oui, tout à fait. Non, mais bien sûr. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais il faut être super bien entouré. À ce moment-là. Il faut être soi-même très curieux et continuer à travailler, il faut faire de la recherche soi-même, etc. Et non, mais tu vois, tu parlais du virage de l'IA. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi un problème générationnel ? Non. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'a pas... Enfin, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi toute son équipe. Et c'est une équipe quand même... On en parlera, mais c'est parce que la culture d'Apple, on en parle juste après, mais est de base un handicap pour le marché de l'IA. Petit teasing. Yann Lequin, il est plus tout jeune. Et c'est le papier fondationnel de l'IA générative, c'est 85, c'est très très vieux. Donc l'IA, ce qui est fait là, c'est merveilleux, mais enfin, ça existe déjà depuis un certain temps. Je ne pense pas que ça soit l'âge. Après, c'est la fatigue. Enfin, oui, mais bon, il n'y a qu'en France où à 65 ans on est en retraite, hein, pas aux États-Unis et ailleurs, absolument. pas vraiment. Hein. Et surtout, je pense que moi j'ai regardé cette interview là, qui est un modèle d'interview. Ou de langue de bois. Magnifique. Mais il est chiant, on peut le dire enfin que ce mec est ennuyeux au possible. Oui, c'est vrai. C'est Jean-Michel, chaîne de commandement, by the book. Et ce que je veux dire par là, c'est vraiment la communication de ces boîtes-là. C'est fatigant. Mais il ne peut rien dire. Et c'est ça le problème, c'est qu'il ne peut rien dire. Donc en réalité, si son départ n'est pas acté ou déjà dans les tuyaux, etc., comment veux-tu qu'il laisse planer le moindre doute ? Immédiatement, ça fragiliserait le cours de bourse, tout ce que tu veux, ça mettrait en route la machine à rumeurs. Donc il est obligé de dire qu'il va rester, même si il sait que dans 6 mois, il va partir, à mon sens. Hein. En revanche, les paris, c'est quand même très marrant. On dirait les mecs qui parient sur l'élection du pape, tu vois. C'est très marrant. Il y a Tony Fadell qui est aussi en embuscade. Il y a un Français qui est Gauthier, qui est en embuscade aussi, qui est pas mal là-bas sur place, qui a nettoyé les trucs comme Maps, donc qui a vraiment fait les poubelles. Et donc il y a des gars intéressants dans l'équation. Il faut faire des poubelles chez Apple pour devenir CEO. C'est bien payé de faire les poubelles chez Apple. Oui. C'est pas les pires poubelles. En plus, on a un Français, ça fait plaisir. Ouais, ça changerait. Pas mal. Bon, voilà pour Tim Cook. Mais comme c'est vrai que c'est une non-information finalement, parce que peut-être que dans 6 mois, il commencera à changer de poste et à s'effacer petit à petit. On reste du côté de chez Apple avec cette autre nouvelle, alors qui n'est pas forcément bonne, c'est le départ, encore une fois, d'une personne qui compte. C'était l'ingénieur en chef des appareils Home d'Apple qui vient de quitter l'entreprise. En fait, il était là pour essayer d'orchestrer en fait la sortie de toutes les briques de IoT et de maisons connectées d'Apple. Et vous savez qu'il y a un produit dont on parle depuis pas mal de temps, qui serait une espèce d'iPad avec un haut-parleur intégré et qui serait un peu le hub de la maison connectée. Le HomePad. Le HomePad, exactement. Alors, rien d'officiel, hein. Là, tout ça, on invente tout ce truc-là. Sauf que, bon, il y a des rumeurs qui sont de plus en plus persistantes. Et ce monsieur-là a décidé de partir. Je ne sais plus d'ailleurs où il est parti. Il est parti pour une autre boîte. Chez Oura. Ah oui, Oura. Les bagues connectées. Voilà. Alors on se dit, c'est Brian Lynch exactement qui s'en va. Il avait un poste très élevé chez Apple et on se dit pourquoi il est parti. L'un des éléments de réponse, c'est de se dire que Siri, comme il n'est pas prêt, finalement cet appareil ne peut pas sortir parce que tant que Siri n'est pas mise à jour, ce genre de device n'a aucun sens. Le hardware est prêt, mais pas le software. Finalement. Et je pense qu'il devait un peu s'ennuyer à défaire les trombones. Et au bout d'un moment, il s'est dit, je vais aller voir chez Oura, quoi. Non, mais si tu es un top ingénieur
IA aujourd'hui aux États-Unis et que tu vois le train passer à l'extérieur et que tu es chez Apple, c'est une catastrophe. Je veux dire, Apple, c'est ce que tu disais, ne recrute aucun grand talent, n'est jamais cité dans le top 5 des entreprises qui ont le plus de potentiel lié à l'IA. Machin. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, il y a Siri qui était de toute façon un échec monumental, pas le bon pari, trop de deck technique, ce que tu veux, puis une vision assez floue. Mais il y a aussi que l'ADN d'Apple, c'est quoi? C'est de faire plutôt du local sur le téléphone. Ah, pas de bol, le cloud, c'est des données massivement ça dans peut les évoluer, data centers. je veux dire, ça peut évoluer. Demain, elle est peut-être Mais je veux sur dire, le téléphone uniquement. C'est ça, mais la machine, faut quand même la stratégie, il faut la faire bouger. Mais là, ils ont déjà pris quasiment 10 ans de retard. C'est des données en pagaille à pouvoir exploiter. On parlait de Meta qui peut utiliser WhatsApp, Insta, etc. Toi, c'est très bien, tu fais de la privacy, des données qui sont pas enregistrées, qui restent sur le téléphone, mais résultat, t'as pas de données avec lesquelles jouer. Je veux dire, c'est des cycles longs d'innovation. L'IA, il n'y a rien de plus rapide, c'est de la com en permanence. Je veux dire, Apple n'était pas taillé pour ce marché. Maintenant que le train est parti, comment tu veux garder les mecs bons alors que même leurs propres projets qui les excitent un peu vont dans le mur? Ouais. Ils ont des données, c'est ça qui est pénible. C'est qu'ils ont énormément de données. Ils ont plein de choses sur la musique, ils ont plein de trucs. Ils pourraient s'amuser comme des petits fous, ils ne s'amusent pas. Oui, mais c'est les données perso qui sont intéressantes surtout. Et celles-là, ils ne veulent surtout pas les exploiter. Ce qui est tout à l'heure, mais c'est la promesse. Mais les données perso, c'est celles que tout le monde utilise. Faire autrement, c'est ça qui est intéressant. Ils pourraient faire autre chose. Il y a un petit manque d'imagination, mais qu'un ingénieur hardware s'en aille d'une société parce que le software n'est pas à la hauteur, ça, j'avoue que ça m'épate. Parce que nous, dans nos investissements, il y a des sociétés où ça ne se passe pas toujours idéalement bien. D'habitude, c'est l'inverse. C'est pas le gars du hardware qui s'en va parce que le software est en retard, c'est l'inverse, c'est le software qui est en retard, c'est le software qui est fait et puis le hardware qui ne marche pas comme il faut, etc. Là, c'est vraiment embarrassant. C'est la preuve c'est malheureusement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une faute, on va dire, est-ce qu'on pourrait donner un blâme à Tim Cook pour ce type d'erreur, par exemple? Est-ce que c'est une vraie faute? Si j'étais au board, je le prendrais très mal. Ok. Non, mais voilà, c'est intéressant. À un moment, c'est le patron. S'il y a une décision que tu dois avoir prise sur les 3 dernières années quand tu es patron de n'importe quelle boîte, c'est qu'il y a 3 dernières, je suis gentil, 6 dernières années, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? D'avoir pris les mauvaises décisions et de s'être enterré avec les mauvaises décisions, parce que Siri, ils n'ont pas juste vu que ça ne marchait pas, ils ne se sont pas juste plantés à le développer, ils se sont plantés à faire le choix très vite de passer à autre chose, et d'avoir vu tous les trains passer, d'avoir dit, vous inquiétez pas, on fait Apple Intelligence, bien sûr c'est une catastrophe, c'est complètement de sa faute. Bon. Ah bah dis donc qu'il doit avoir les oreilles qui sifflent, Tim Cook. Mais oui. Non mais c'est le chef. C'est sûr. Ouais, bon. Ça fait des ordres. Si c'est une catastrophe, c'est de ta faute. Cela dit, Siri boostée aux amphétamines de Gemini devrait sortir là au printemps prochain. Enfin, au printemps prochain, c'est dans quelques semaines. On verra si le timing est respecté et si ça fonctionne. Puisque, rappelons-le, Siri sera sous Gemini. Ouais, est-ce qu'on ne peut pas leur laisser le crédit qui est que Apple, c'est un diesel, en fait. Ils arrivent toujours après les autres, en réalité. Même sur le hardware, ils sont toujours arrivés après les autres. On croyait qu'ils innovaient, mais en fait, sur ils le hardware. récupéraient. En fait, sur le soft, j'ai pas de success story. C'est lié. Dans l'IA, pas toujours. Tu vois ce que je veux dire? On peut faire un débat. Bon, écoutez, voilà, après la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que finalement, Apple étant une boîte de hardware qui mise sur ces centaines de millions d'iPhones qui se vendent chaque année, finalement, l'IA sur un iPhone, c'est quoi? C'est Gemini, c'est ChatGPT, c'est des applis qu'on télécharge. Finalement, c'est pas très très grave dans l'absolu. Ça dépend de tes relais de croissance. Est-ce que tu as d'autres relais de croissance? Pardon. Non. C'est très très grave. C'est très grave. Oui, mais ils n'allaient pas faire exactement la même chose que OpenAI, Google. C'est ça qu'on leur reproche. Il fallait faire autre chose, mais pas rien. Et c'est aujourd'hui, quand on a un CEO dans un portefeuille qui n'a pas d'idée de ce qu'il va faire de l'IA, honnêtement, il faut qu'il aille chercher un job. Et il y en a plein de CEO de notre portefeuille qui m'écoutent, donc j'espère qu'ils n'ont pas tous en train de démissionner, mais c'est pas utiliser l'IA pour améliorer son CRM et écrire des petits messages d'amour à ses clients. C'est pas ça. Ok, n'importe quel abruti arrive à le faire. C'est pas ça. C'est comment je fais pour que ma société offre quelque chose de tellement différent avec l'IA qu'on a envie de l'acheter irrésistiblement, cette entreprise. Eh ben là, il n'y a rien, quoi.
Bon, bah écoutez, vivement l'arrivée de Siri 2. Hein. On va suivre Siri ça by Google. Siri by Google par Gemini. Pour l'instant, Siri pas du tout. Hein. Clément, Jean et Jérôme, on revient dans un instant, petite pause et on continue notre débrief de l'actu. À tout de suite. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le retour de Tech Co, la quotidienne. Merci d'être avec nous. Très belle soirée. Vous êtes avec nous peut-être à la radio, à la télé, en ce mercredi soir. Sachez que juste après cette émission, les replays vous attendent à la fois sur l'appli BFM Business et puis sur tous les agrégateurs de podcasts et aussi sur YouTube puisque le replay de Tech Co est disponible quelques heures après sa diffusion sur YouTube. Ce soir pour débriefer l'actu, Clément David, président de Théodo Cloud, Jean Schmitt, président de Jolt Capital et Jérôme Colombin, journaliste et créateur du podcast Monde Numérique. Président aussi. Président, c'est ça. Tous présidents. Et la dernière émission pour Clément David, merci Clément d'être venu pour cette dernière. Tu sais que ma maman va y croire, là, devant la télé en je live. plaisante, mais Madame David, c'était pour plaisanter, bien évidemment. Madame David, on dit Oui. Madame David. Virginie. Virginie. Allez. Chère Virginie, c'est pour plaisanter, votre fils est exceptionnel. Alors, on enchaîne tout de suite avec Starlink. Starlink qui a franchi le seuil des 10 000 satellites en orbite. Vous rendez-vous compte, au-dessus de nos têtes, à des vitesses incroyables, circulent des milliers de satellites Starlink. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et qu'est-ce qu'ils font ces satellites ? Eh bien, ils permettent, en tout cas, à une dizaine de millions de clients, je crois, de se connecter à Internet haut débit un peu partout dans le monde. Quand je dis un peu partout, c'est que ça marche partout dans le monde. Starlink, dans les avions, sur les bateaux, dans les montagnes, dans les endroits où il n'y a pas de réseau, dans les zones blanches, vous pouvez avoir 150, 200, 300 mégabits de débit, avec en plus une très faible latence. Partout, il y a du ciel, quoi. Partout où il y a du ciel. 160 pays, effectivement, c'est incroyable. Hein. C'est un méga succès. 10 030 satellites en l'air, 12 000 qui ont été lancés, donc il y en a quelques-uns qui ont eu des petits soucis. Qui ont eu des petits soucis. Même. Et ça se balade, si je me souviens bien du chiffre, à 7 km par seconde. Ouais. Donc, ça pose un petit souci quand même. Hein. 7 km par seconde, il ne faut pas trop se tromper. Il ne faut pas être sur la route. Il y a eu en 2025, j'ai cherché quelques chiffres. En 2025, il y a eu 300 000 manœuvres d'évitement pour éviter une collision sur Starlink. Et voilà. C'est 50 fois plus que 7 ans avant. Bon, 7 ans avant, il y avait une chance sur... il y avait 120 jours sans collision à cette altitude. Maintenant, c'est 50 fois plus. Donc, c'est super dangereux. C'est un endroit, c'est un coup-gorge, c'est un truc où les trucs tournent à 7 km par seconde. Ouais, c'est le périph' à 7h du mat, quoi. Et s'il y en a un qui se fait exploser, il se transforme en autant de débris. Ouais. Et là, ça casse tout. Et il y a en fait une probabilité non nulle, hein, ça s'appelle l'effet Kessler, je crois, où tout d'un coup, il y a une réaction en chaîne où quelques satellites se font éclater et ils éclatent tous. Donc, je ne sais pas si ça se passera, je ne le souhaite pas, hein, mais c'est très dangereux, cette altitude. Alors, avant, l'espace, c'était un désert. Maintenant, effectivement, ça devient... des parkings de supermarchés. Des GPS qui cartographient en live les satellites, etc. Le nombre de débris est hallucinant. En plus, la durée de vie, c'est 3 ans la durée de vie d'un satellite. 5 à 7 ans. 5 à 7 ans. C'est quand même relativement peu, satellite à basse. En fait, plus un satellite vole bas, moins il dure longtemps. Okay. C'est pour ça que vous avez des satellites géostationnaires qui sont à 36 000 km d'altitude, qui peuvent durer 20 ans, finalement. Mais parce la latence... Et voilà, c'est trop haut, du coup ça met du temps pour monter et pour descendre. C'est ça. Là ils sont bas, ça met pas beaucoup de temps mais ça tombe. Et bien sûr, il faut une petite antenne. Alors, il y a des idées qui sont de mettre des ballons qui vont être encore plus bas et qui vont voler pendant 1 an sans maintenance. C'est encore une bonne idée de Mark Zuckerberg d'ailleurs. Oui, Thales a un projet dans le domaine aussi qui est pas mal, mais c'est très complexe. Google avait ça aussi, non, dans ses cartons. Oui, je crois qu'ils ont Les ballons stratosphériques, c'est un sujet militaire, c'est un sujet qui est intéressant et qui remplacerait ces satellites qui couvrent des très grandes surfaces. C'est pas mal les ballons. Enfin bon, en attendant, on a des satellites qui tombent régulièrement, qui sont dans un endroit. Ça obscurcit la planète, d'ailleurs.
Oui. C'est un peu embarrassant aussi. Enfin, ça gêne les astronomes, c'est ça? Mais ça devrait réduire le réchauffement climatique, tout bien réfléchi. Ça réfléchit du soleil avant que ça tombe sur la Terre. Dans quelques années, on aura quelques minutes de nuit supplémentaires grâce à Elon Musk. Merci Elon. Et puis on Vous ira avez vu, plus. ça fait un trait de crayon dans le ciel. C'est pas. Non, mais bien sûr. Mais quand tu rajoutes, alors parce que là on est à 10 000, mais je crois Ouais. que le rythme de croisière de Starlink c'est 20 000 ou 30 000 satellites. J'ai en tête 20 000, ouais. Voilà. Après, on va avoir notre ami Jeff Bezos qui va Tu veux faire passer pareil? hein. Ouais. Allez. Avec Léo qui va attirer aussi quelques milliers de satellites pour créer sa constellation. En Europe, Jean, on va Iris. avoir une alors il y a Iris Carré, mais qui joue pas tout à fait dans la même cour, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est moins performant. Ce sera un réseau qui sera réservé au gouvernement, aux entreprises, mais pas pour les particuliers. C'est vrai. Ça, c'est le truc de Eutelsat et Oui, c'est OneWeb, ça. c'est ça? Oui, Mais qui est important quand même, parce que ça nous donne un peu d'indépendance tout de même. Hein. certes. On en a besoin. Ah oui. C'est un peu toute la discussion, c'est que quand on parle de Starlink, on parle d'un service, c'est très bien, on peut utiliser Internet partout, nanani. Et puis dans les zones de conflit, tu vois, je ne sais même pas si ça a marché finalement, ils avaient dit qu'ils le fourniraient à l'Iran, et puis il me semble que l'Iran avait réussi à court-circuiter plus ou moins la chose, mais la question c'est surtout qu'on assiste quand même devant nos yeux ébahis dans un temps de record qui est quand même une prouesse d'industrialisation que normalement on voit plutôt côté chinois, né à la création d'une infrastructure critique qui va devenir essentielle pour le futur avec quasiment aucune concurrence. Je crois qu'ils possèdent 90% des satellites à basse altitude. Ils ont, en l'espace de combien, c'est 10 ans Starlink? Ils ont réussi à créer... Ah non, 10 ans. 10 ans à créer une infrastructure qui sera, d'un point de vue civil, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, absolument critique pour tout le monde. Et ils ont un océan bleu devant eux. C'est quand même très très impressionnant. Et à mon avis, la lecture sur le service, on s'en fiche complètement. En revanche, la lecture sur le côté « Ah tiens, encore une vague que les États-Unis ont pris avant tout le monde et où on va devenir 100% dépendant dans les années qui viennent », c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Non, mais on ne sera À mon pas avis. 100% dépendant, justement, parce que Quand je dis 100% dépendant, c'est que tu auras OVH d'un côté et Google Cloud de l'autre, tu vois ce que je veux dire. Google Cloud plus Amazon plus... Tu vois, ce sera ce type d'indépendance. on est un pas- peu plus lent, mais il a regarde, pas tort. sur le satellite, sur le GPS, on a rattrapé un peu notre retard avec, comment ça s'appelle? Galileo. Galileo. Ouais, qui est Bien utilisé. sûr, Enfin, qui est meilleur en plus. Qui existe. Non, qui existe, mais qu'on Non, utilise. Utilisé, mais par qui? par tes téléphones. Par toi. Ton téléphone, quand tu es à l'extérieur, Ouais. il va récupérer le GPS, mais aussi Galileo, il récupère aussi le GPS russe, et tout en fait, Il fait un mix, l'amalgame de mais C'est une ces agrégation. Oui, mais c'est une agrégation. données- Oui, c'est une agrégation, bien sûr. Galileo fonctionne. C'est- Galileo fonctionne. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours la même chose quand on parle de souveraineté, c'est qu'on aura une alternative qui sera probablement pas aussi bien, pas aussi développée, pas aussi machin, mais au moins si un jour il se passe quelque chose, on aura. Mais néanmoins, là, à date, tu regardes, je te dis, c'est 90% c'est eux, quoi. Oui, mais bon, ça, c'est la mécanique américaine. Non, mais Et en puis- plus, ils ont fait le choix d'en faire une offre grand public, parce qu'effectivement, n'importe qui peut s'abonner à Starlink. Ouais. Il y a beaucoup à C'est- apprendre quand même. C'est pas juste la énième. Tu vois. Ce qu'ils Ça, ont c'est- construit dans le partenariat public-privé, par exemple, quand la manière dont en fait ils ont été pourris de subventions par la NASA, c'est quand même la démarche qui a permis de faire tout ça aussi vite est quand même intéressante. Bien sûr, c'est toujours la même histoire. hein. Et puis rappelons que la prochaine étape, c'est le téléphone. Hein. Et c'est ça qui va faire mal. Parce que l'idée d'Elon Musk, c'est de couvrir le monde entier, non plus avec des petites paraboles que vous aurez sur votre toit, mais avec votre téléphone. Parce qu'il Direct to va device. réussir à envoyer de la 5G compatible depuis n'importe quel téléphone via ces Je connais satellites. rien en telco, c'est un risque d'un point de vue marché pour un Orange, pour un, je sais pas, pour un Free. Oui, c'est un risque qui se Bien rapproche. sûr, bien sûr. Déjà un risque pour la Mais- fibre. C'est vrai que quand tu regardes l'infrastructure de fibre, une infrastructure satellitaire qui rend le service, ça rend la fibre un peu inutile. Ouais, mais Oui, après, c'est un service de meilleure qualité et beaucoup plus fiable, la fibre optique, que le satellite. Le satellite, il peut être saturé parce qu'il y a trop de monde qui se connecte dessus. Il peut avoir des aléas météo. La fibre optique, elle est sous terre la plupart du temps, elle est très robuste, et puis surtout, elle a une capacité d'évolution incroyable. Moi, je discutais avec un ingénieur télécom qui me disait qu'aujourd'hui, on arrive par exemple à avoir...
je sais pas moi, 10 gigabits sur une fibre optique, mais sur cette même fibre optique, dans 50 ans, ça sera des terabits, en fait, parce qu'il suffit de changer... Avec la même infrastructure. Avec la même infrastructure, il suffit de changer l'appareil qu'il y a d'un côté de la fibre et celui qui est de l'autre côté, pour que d'un coup, en fait, les débits explosent. Donc, je pense que la déjà fibre... avec le JPON. Philippe Devos, il pourrait nous expliquer ça. Philippe Devos pourrait nous expliquer ça, bien sûr. Parce que c'est vrai que j'explique mal, c'est ça que tu es en train de dire. C'est vraiment la Tu veux soirée, là. partir tout de suite, là? Tu veux pas même pas terminer l'émission? On c'est m'explique ça, mes claques. Je suis pas sûr que ce soit avec la même fibre. Hein. Je pense que la fibre, c'est pas simplement du verre. Hein. Ce sont des matériaux qui ont des indices différents. Et je pense qu'il va y avoir des changements d'infrastructure quand même. Écoute, alors là, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais moi, j'ai cru comprendre que alors peut-être qu'on n'arrivera pas à des débits, mais en tout cas, la fibre optique qu'on a déjà installée a une capacité d'évolution par rapport à aujourd'hui, en termes de débit, qui est présente, si tu veux. Et c'est une structure qui va durer une centaine d'années, finalement. Mais c'est vrai que le fait de se dire que demain, tu puisses prendre ton téléphone et capter un réseau Starlink, ça va piquer des clients aux opérateurs télécoms. Je ne sais pas, ça peut piquer des clients en termes de services. Je veux dire, on n'a aucun intérêt à aujourd'hui vouloir basculer complètement sur une connexion satellite par rapport aux connexions terrestres qu'on a. En revanche, pour tous les petits cas d'usage, notamment les zones blanches, les cas d'urgence, les cas éventuels même de saturation, etc., c'est bien d'avoir du satellite en complément. Et là, pour répondre à ta question, s'il n'y a pas d'opérateur français pour faire ça, c'est dommage parce que c'est une partie du marché qui effectivement ira aux Américains. Typiquement, c'est ce qui se passe avec Air France. Air France a mis Starlink dans ses avions, tout le monde a poussé des cris d'orfraie et les clients sont hyper contents. Ah ouais, mais parce que c'est monstrueux, ça marche tellement bien. Ça fonctionne super bien et ça répond exactement aux besoins ça arrive dans d'autres auxquels ils n'ont pas pu répondre. Ça va arriver dans l'Eurostar, la SNCF travaille là-dessus aussi. C'est le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité, hein, le Wi-Fi dans l'Eurostar. L'Eurostar, c'est souterrain, donc quand on passe le trou, c'est mort. Hein. Oui. Tu peux toujours, comme dans le métro, tu mets des réémetteurs, tu peux quand même mettre du réseau. Oui, c'est du réseau. Mais c'est déjà le cas, non? C'est un cinquième du trajet, le Wi-Fi. Non, mais il y a de la 4G alors on s'éloigne un petit peu du sujet, mais dans le tunnel sous la Manche, il y a de la 4G, non? Ouais, plus ou moins. Enfin, ça marche pas, quoi. Et quand tu pars de Londres, ça marche pas non plus. Enfin, ça marche pas, quoi. Ok. Voilà. Président, la fibre, c'est très fiable. Nous, on a un petit hôtel dans le Jura et ça fait 3 fois. Avec 500 chambres. Et qu'il y a des gars qui passent avec le tracteur et ils arrachent la fibre. Bon. Puis après, tu as que tes yeux pour pleurer. Elle est mal posée, cette fibre. Elle n'est pas au bon endroit. Non, elle marche parce que je bricolais moi-même. Ah ouais. D'ailleurs, quand ils l'ont posée dans la grange d'en face. Parce qu'entre un hôtel et la grange, ils avaient choisi la grange. J'ai pas compris la logique, mais bon. Appelez-moi le gérant. Non, mais après, c'est vrai que la fibre est fragile dans le sens où c'est un petit bout de verre qui peut se péter très facilement. Et c'est vrai qu'il y a toujours des histoires de dingue de gens qui se font débrancher la fibre ou alors une pelleteuse qui arrache. La fibre est fragile, mais elle est résiliente. Ouais, on peut la changer facilement. Oui, on peut la réparer facilement. Tu peux la souder. Je veux dire, ça pète même au niveau d'un trottoir ou autre. Tu arrives, tu ouvres, tu fais une soudure, tu repars. Hein. Ouais, quand vous vous rendez compte. Non, mais ils arrivent. J'arrête avec cette émission, l'hôtel du Jura, le mec qui répare sa fibre avec. Mais ça existe, c'est pas une soudure, mais si. C'est aussi ça, ta Kenko. Je te montrerai comment on fait une épissure et tout ça, je te montrerai. Mais bien sûr, bien sûr. On est dans la grange et on est aussi dans le cloud, c'est ça qui est fort. C'est fou. Allez, on enchaîne avec un autre sujet maintenant. On va parler, ça c'est pour toi, parce que je sais que tu aimes bien le jeu vidéo, tu t'intéresses beaucoup aux annonces et aux avancées de Nvidia. Nvidia qui, rappelons-le, lundi dernier, avec Jensen Huang, a fait une espèce de keynote, alors que c'était un peu ardu quand même. Il fallait, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais... C'était assez costaud quand même, entre les nouveaux processeurs, toutes les structures, etc. Par lui, c'est rarement des parties de plaisir quand même, les keynotes de Nvidia. Hein. Oui, c'est pas une keynote Apple de Tim Cook, quoi. C'est un petit peu plus violent. Il est paradoxalement quand même plus fun. Oui, plus drôle de le regarder parler de puce. Déjà rien qu'avec son petit blouson au cuir, il est cool. Quoi. Et donc, parmi toutes les annonces qu'il y a eu, qu'on a commenté hier d'ailleurs, si vous voulez retrouver ça, c'était dans Tech & Co d'hier soir, il y a eu un passage sur le jeu vidéo qui a fait hyper réagir tout le monde. Ouais. C'est la fameuse technologie DLSS5, donc c'est la 5e, parce que ça fait un moment que ça existe. Comment dirais-je, Nvidia avait mis ça au point pour améliorer en fait les graphismes, et petit à petit, de génération en génération, l'IA est arrivée pour améliorer tout ça. Et là, il y a polémique avec cette 5e version, je crois. Ouais, il y a polémique parce qu'en fait, avant, ça améliorait
les images. En gros, l'idée de cette technologie, c'est que quand le studio a des images un peu loadées, tu vois, une définition qui n'est pas folle, ça permet de lisser un petit peu, d'améliorer, de changer la lumière, etc. Là, vous êtes avec nous à la télé et derrière toi, on le voit, c'est impressionnant. Il y a des images justement qui passent de Resident Evil. Ouais. Voilà, au DLSS5 et à qui on enlève le DLSS5. Voilà. Exactement. Et on voit tout de suite la différence. Là, ils le mettent. Là, ils le mettent. Ils le mettent, mais en fait, là, c'est là, tu vois, il n'y est pas. Exactement. Et hop, Et là, d'un coup, il y est. Et c'est vrai que ça change tout. Et donc, en revanche, il ne faut pas induire les gens en erreur. Hogwarts Legacy, qui est sorti il y a un an, ne bénéficiait pas, ou Starfield, là, de cette technologie, mais c'est ce que ça ferait sur le jeu vidéo. Mais l'idée, c'est que toute la différence, c'est qu'avant, t'améliorais l'image du développeur. Là, tu régénères l'image qui a été développée. C'est-à-dire que l'IA détecte qu'il y a une texture qui est un peu moche, une lumière pas très naturelle, des détails sur le personnage, et régénère une image améliorée. Et en fait, ça pose plein de questions, mais que tu vas retrouver dans tous les mondes de la création, etc. Et bien sûr. Mais il y a déjà une question du transfert de valeur. Qui, avant, je te fournissais juste des puces, entre guillemets, et une IA qui permettait de faire mieux. Là, c'est moi qui fais de ton jeu vidéo un jeu plus beau. Est-ce que ça veut dire que les studios de jeux vidéo qui sont déjà un peu en difficulté commencent à devenir encore plus une commodity ? Moi, ça fait penser au filtre Snapchat. Non, mais sérieux. J'en peux plus, en fait. Non, mais attends, Clément. C'est ça. Non, mais là, je ne plaisante pas. Mais c'est un peu ça. Oui. Les filtres Snapchat, ça embellit, ça rajoute des couleurs, des trucs et tout. C'est un peu ça, finalement. J'ai un filtre Snapchat sur des personnages de jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait la comparaison, un deuxième problème, c'est que le filtre Snapchat, tu crées rien. Tu mets toi ta tête et tu choisis un filtre. Là, le jeu vidéo, tout ce qui fait quand même l'essence du jeu vidéo, enfin en tout cas un élément important, c'est la partie création, notamment la direction artistique. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire la première que j'ai plus le contrôle sur ma direction artistique. En fait, quelque part, je le délègue un petit peu à Nvidia. J'ai pas compris cette polémique parce que ça ne fait qu'embellir les... Non, ça recrée. Ça recrée. C'est de la Gen AI. Non, mais en fait, c'est comment ça marche. Mais, en fait, ça veut dire que c'est pas le développeur qui a imaginé le jeu vidéo qui choisit la manière dont l'image est embellie. C'est une IA qui fait. Et donc, non mais en fait, on est sur le début de ces polémiques du métier de la création qui sont en ce moment sur des charbons ardents dès qu'on parle d'IA parce qu'ils savent très bien qu'ils vont tous se faire lourder et où il y a deux craintes, c'est la perte de job et le fait que tous les jeux vidéo vont se ressembler. C'est-à-dire que ça va devenir comme Netflix avec les séries, sauf les chroniques de Bridgerton qui sont géniales, mais j'ai arrêté de regarder ce soir pour venir avec vous, je regarde après. Mais oui, parce que tu sais que c'est pas diffusé en direct sur Netflix, tu peux regarder quand tu veux. Hein. Et donc le truc c'est, ces métiers sont déjà extrêmement sensibles à cette question, se demandent tous quand ils vont sauter et si ça va lisser, uniformiser tous les jeux vidéo. Et donc là, en fait, quelque part, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont un peu la preuve que ça va arriver. Pas en plus Nvidia qui est le mastodonte absolu, donc tu te dis même pas, c'est une start-up du coin et ils tentent un truc. Tu te dis, s'ils font ça, ça veut dire que dans 3 ans, c'est 10 fois plus développé et ils sont terrifiés. C'est-à-dire que tu vas scripter ton jeu vidéo, tu n'auras pas besoin de passer par la case création réellement. Oui, mais ça, on sait que ça va arriver, franchement. Et ben ça, c'est un pas décisif dans cette direction. Le filtre, c'est sympa, ça améliore. La Gen AI, ça fait très peur. Mais en même temps, c'est super. Franchement, c'est super. Mais après, comment ça se passe là ? Il y a déjà des jeux qui bénéficient de cette technologie DLSS5. Il faut une carte graphique à 4 000 € quand même, à 4 000 $. Hein. 750 jeux qui l'ont adopté là maintenant. Hein. Là, oui, bien sûr. Mais parce qu'en fait, tous les studios qui utilisaient des SS4 vont utiliser des SS5, etc. C'est le sens de l'histoire. Ouais, mais alors s'ils l'utilisent, c'est qu'ils sont OK. Non, mais ils sont OK, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est que si tu le fais pas. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va te dire attends, ton jeu vidéo là, tu devais mettre 5 ans pour le produire. Skyrim, le successeur de Skyrim, ça fait 10 ans qu'on attend. Et on te dit tu voulais mettre 10 ans là avec tes développeurs et ça nous coûtait 80 millions. Si on prend le truc qu'on a vu chez Nvidia là, tu vas pas mettre 2 ans avec 10 fois de moins de mecs. Ah, ça serait pas mal. Bah écoute, dessine des ce qui se passera dans 3 ans, pas tout de suite, mais avec la version 6 ou 7, fais-moi un truc avec des bonhommes bâtons. Et puis, ça ira vite, code-moi un truc un peu moche, et puis de toute façon, mettre l'IA de Nvidia par-dessus. Et tout à coup, tu vas raccourcir les plannings, les joueurs vont être très contents, mais tu dois te retrouver à faire des jeux vidéo comme tu as dans le code aujourd'hui, où tu as besoin de déjà 3 fois moins de développeurs, avec 3 fois moins de mecs. Ouais, mais Clément, ça va être une catastrophe pour l'industrie, mais c'est le sens de l'histoire. C'est important les persos, mais finalement, dans un jeu vidéo aujourd'hui, c'est pas les persos les plus importants, c'est l'histoire que tu racontes, c'est le gameplay, c'est le scénario. C'est important quand même. C'est le script. Tu vois, non, mais d'accord, ok. Je suis d'accord, mais malgré tout,
le scénario d'un jeu, c'est le plus important. Mais ce que tu es en train de dire, Clément... Donc c'est la créativité humaine qui sera encore au milieu d'un jeu. Oui, mais en fait, non, c'est le scénario, le gameplay et la direction artistique, donc musique et comment dire, graphisme. Mais ce que je trouve dommage finalement, parce que dans ce que tu es en train d'expliquer, c'est que cette industrie qui était pendant des années la pointe de tout, qui était à la pointe de l'innovation, qui repoussait sans cesse les limites, qui ne cessait de toujours progresser, etc. Aujourd'hui, elle ferait comme une vieille industrie. Ouais. Quoi. Ah ben non, venez pas nous embêter, hein, parce qu'on a tous nos process, on a tout notre équilibre, on va pas bouger maintenant. Hein. Ben si, ça va bouger. Non, mais je pense qu'il y a un côté un peu schumpeterien dans le côté destruction créatrice. C'est-à-dire que tu sais qu'il va y avoir des morts, tu vas avoir une vague. Ouais. Et en fait, c'est juste que, à mon avis, c'est la réflexion logique d'un monde qui sait qu'il va devoir se transformer et qui a peur de l'inconnu. Et le timing. Mais c'était ça, ou les réactions négatives, ou c'était des histoires presque artistiques, non, de mais t'as plein de gens qui disent, oui, t'as plein de gens qui disent c'est moche. Et t'as même les gamers qui s'en mêlent. Hein. Ah non, mais c'est surtout les gamers. Mais les gens disent c'est moche, mais on s'en fout que ce soit moche. La question, c'est la dynamique que ça prend, etc., etc. Tu vois. En plus, tel qu'ils l'ont présenté, ça peut être une option, en fait. Tu le mets sur on ou sur off. Et puis surtout, si tu n'as pas ta carte graphique à 4 000 €, si tu n'as pas la carte. Oui, mais la question, c'est la dynamique. En fait, c'est la dynamique dans laquelle on s'en compte. Mais c'est un peu comme sur les téléviseurs où tu as le mode boost, où tu boostes toutes les couleurs. Ça peut aller pour certains films, pour certaines personnes, et pour d'autres non. Et c'est pas devenu la norme absolue. Bon, ça suffit ou je vous floute? Mais t'as vu que l'annonce, elle sort en même temps 2026, en automne 2026, c'est-à-dire au moment du renouvellement des consoles de Sony et de Microsoft. Ouais. Donc ça, à mon avis, elles arriveront un petit peu plus tard, les consoles. Mais bon. En fait, tout ça va arriver. Il est génial, moi, je trouve. Jensen. Oui, en bien fait, sûr. Oui. Jensen, ça sera implémenté, évidemment, sur la PlayStation 6 et sur la Xbox. C'est l'anti-Tim Cook. Vous n'avez pas l'impression que c'est le seul mec qui dirige la tech en ce moment? Il dirige la Terre. Moi j'aimerais bien le critiquer. J'aimerais bien trouver un truc méchant à dire. Mais j'aimerais bien dire que ses puces, par exemple, on va les dépasser, on va faire 10 fois mieux que lui. Et il fait 10 fois mieux que lui-même. Il est irritant. C'est aussi le sosie officiel de John Travolta dans Grease, et ça c'est cool. Avec le DLC 5 ou pas? Allez, on va terminer avec cette info assez intéressante, et je trouve que, alors, Orange est à l'origine de cette news, qui est assez innovante et intéressante, puisque Orange va transformer ses antennes. Vous savez qu'Orange a des milliers, voire des dizaines de milliers d'antennes un peu partout sur le territoire. Et des pylônes surtout. Et des pylônes, bien évidemment, pour couvrir tout le territoire en 4G, 5G, etc., etc. Et en fait, ces antennes pourraient servir aussi de bouclier anti-drone pour protéger les sites sensibles. Parce que effectivement, les points hauts, c'est là où on peut capter des signaux de drone. Hein. Jean, explique-nous un petit peu ce concept qui est plutôt une bonne idée de la part d'Orange. C'est une excellente idée pour 2 raisons. Il y a une raison, protéger des sites sensibles. C'est vrai que ça fait réagir tout le monde. On voit tous le drone tueur qui arrive. Surtout en ce moment. Il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Mais en revanche, il y a quelque chose d'autre. C'est la coordination du trafic des drones de livraison. Parce que il y a une ouverture de la réglementation maintenant en Europe qui autorise des drones de livraison à voler. On commence à en voir voler d'ailleurs, donc il y a des couloirs, etc. On n'a plus besoin de déposer un plan de vol avant d'envoyer quelque chose. Et il va falloir coordonner tout ce trafic, parce que s'il y a un drone qui sort de son couloir et qui va aller s'écraser contre la Tour Eiffel, personne ne sera content. Il faut traquer tout ça. Et c'est pour ça qu'ils font ça. C'est assez brillant, je trouve, comme move. Donc c'est un système qui va détecter les drones via l'émission radio. Donc déjà, il faut que ce soit des drones qui soient complètement aux normes, qui respectent les règles, et ça ne peut pas être des drones ennemis, parce que ce sera désactivé. Hein. Non. Et en plus, c'est un système de détection et d'alerte, mais ce n'est pas du tout un système de neutralisation. Non, ce n'est pas de défense. Voilà, il n'y a pas un rayon laser qui va sortir de la tour Orange pour aller sur le drone. Hein. C'est la tour de contrôle, c'est les technos d'ADP d'ailleurs. Hein. Oui, parce que ADP c'est associé à Orange. Hein, oui, ADP avec une start-up qui s'appelle Hologard. Ils ont racheté cette société, ils se sont mis là-dedans. Et ADP, les tours de contrôle, les aéroports, maintenant qu'il y a des drones de livraison partout, les tours de contrôle, des drones, ça c'est logique. La menace des drones près des aéroports. Mais la menace si c'était un système anti-menace, on aurait du brouillage intégré, etc. C'est pas le cas. C'est vraiment de la coordination du trafic de drones et de la vérification qu'un drone ne devienne pas. C'est pas vendu comme ça. Hein. C'est peut-être le deuxième effet qui se coule, mais c'est pas vendu comme ça au départ. Ouais, mais je pense que
Ce sera c'est plutôt ça. ça. Mais en même temps, ça fera ça aussi. Ceci étant, brouiller un drone en plein vol, ça se fait très bien. Hein. Mais c'est pas la même Il n'y a rien en techno. dessous si on le fait tomber, quoi. Oui, vaut mieux qu'il n'y ait rien en Parce dessous. que tu brouilles un drone en pleine ville, il tombe où? Il tombe sur les gens. Il tombe sur les champs. Oui, avec un peu de chance, il tombe sur un toit. Mais bon. Mais là, en plus, encore une fois, c'est un système qui fonctionne de manière électronique. Et parce que moi, j'ai fait un sujet il n'y a pas longtemps dans Monde Numérique. Je recevais une entreprise qui s'appelle Ascalon, tu l'as peut-être reçu aussi, Ouais. et qui a mis au point un système de détection de drones uniquement sonore. C'est-à-dire le bruit, même à plusieurs kilomètres, de l'intelligence artificielle pour identifier que c'est bien un bruit de drone. Et c'est pareil, après, c'est un système d'alerte. Donc il suffit d'avoir des micros, quoi. C'est ça? Il suffit d'avoir des micros, mais c'est-à-dire que ça peut être n'importe quel drone. Même un drone qui n'est pas conforme, qui n'a pas la petite puce d'identification. Oui, un petit drone de jouer, quoi, même. C'est Ouais, ça voilà, des trucs comme ça. C'est ça, tu l'as avec une société qui s'appelle Cerber en France qui fait ça aussi et qui détecte les drones avec leur identification par les émissions de radiofréquence. Et tu arrives à voir, en fait, tu arrives à voir les émissions de radiofréquence d'un drone, à le repérer comme ça, à l'identifier éventuellement, à lui tirer dessus s'il faut, ou à le brouiller derrière Ça, s'il ce faut. sera un autre business. Clément, ça t'inspire? Les drones Voilà, détectés par Orange? J'aimais bien la partie, pour ça je suis un peu embêté par la tournure que ça a pris, j'aimais bien la partie militarisation du civil. Tu vois, ça m'intéressait. Tu vois, ils présentaient ça quand même plutôt sur un truc militaire. Dire, OK, aujourd'hui, pour répondre à des défis type drone qui coûtent 20 000 balles à construire quand il nous faut des missiles à 2 millions pour les faire tomber, utiliser des infrastructures civiles déjà existantes, etc. Je trouvais la réflexion intéressante. Après, résultat, apparemment, pas dans cette direction, je suis très déçu. Ils vont faire ça aussi, c'est les deux. Ça viendra peut-être après. Hein. Oui, bien sûr. On peut imaginer, oui. Si la menace se fait plus pressante et que ça devient un besoin. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a deux lectures. Il y a la lecture, on va dire, de défense de drones et de surveillance, mais c'est aussi peut-être que Amazon, si demain Amazon lance son service de livraison dans les campagnes par drone, Amazon sera l'un des clients de ce service-là chez Orange. Mais ça, c'est finalement. parti. Hein. Ça, c'est parti. Maintenant, c'est en route. La réglementation a été mise en place, ce qui est quand même une nouvelle extraordinaire. Pour une fois, on n'est pas en retard en réglementation, c'est-à-dire qu'on n'empêche pas tout. Donc, profitons-en. On n'a pas de voiture En France, autonome, la mais on a des réglementation, drones. ça y est, permet C'est européen. le vol de drones, par exemple, pour les livraisons. Absolument, dans des couloirs qui sont autorisés, etc. Et sans complexité extrême. Tous les drones maintenant sont obligatoirement identifiés par un identifiant. Il y a différentes classes de drones. Oui. Donc les drones qui volent à plus de 30 mètres ont obligatoirement une puce d'identification qui émet leur identité. Par les tours orange, justement. Alors ça, c'est plutôt facile effectivement à détecter. Normalement, tous les drones commerciaux sont identifiés comme ça. Là, il y a une norme qui est sortie, bien sûr, en Europe. Mais ça va permettre de gérer le trafic de drones. Eh bien, merci à tous les trois. Passionnant, ce petit sujet aussi. Merci beaucoup à Jean Schmitt, président de Jol Capital. Merci, Jean. Merci à Clément David. C'était reviendrai. cool de t'avoir une dernière fois sur le plateau de Tech & Co. Il s'incruste. Président de Théodo Cloud. On embrasse Virginie. Et Jérôme Colombin, bien sûr, journaliste et créateur du podcast Monde Numérique. Tu nous parles de quoi demain? Je parle en ce moment de réalité virtuelle. De réalité virtuelle. Avec un grand portrait d'innovateur que tu connais, c'est Oui, Stan Stan Larocque, j'ai vu ça, Stan ouais. Larocque. Et On aime c'est pas beaucoup facile Stan. pour lui, mais il a un super parcours, c'est super intéressant. Super Stan. Ouais, tu dois le connaître. Hein. Très bien, il est Voilà. super. Jeune pilote. Un fan de drone qui a développé un drone français. Enfin, Non, pas de en tout cas, drone, pas de drone, casque de de casque réalité de VR. virtuelle. pardon. Casque de VR. Vivement que ça s'arrête. Bon, il reste encore une demi-heure. Et ça va des être casques de compliqué. VR français, européens, il n'y en a Oui, pas. Il y a que celui-là. C'est vrai. Il est allé avec son bâton de pèlerin, trouver des puces qu'il fallait, etc. Chez Qualcomm. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne. On revient dans quelques instants avec Julien Thibault qui sera là pour le Tech Flash. Et puis juste après, on parlera du métier de doubleur. Est-ce que l'IA va bouleverser le doublage des séries, des films? On va en parler avec Patrick Cuban, qui est artiste-interprète, cofondateur et porte-parole du collectif Les Voix, qui justement essaie de défendre la profession face à l'arrivée de l'IA. Et puis Emmanuel Curtil sera avec nous, une voix mythique. On a forcément entendu sa voix, la voix de Jim Carrey, de par exemple Ben Stiller, Celui qui était au César, là? Matthew Perry, oui. Ben, il est juste là dans le couloir, Ah bah. tu vas pouvoir le saluer. Il sera avec nous dans quelques instants, justement pour évoquer l'avenir de leur métier, ça s'annonce passionnant. A tout de suite, c'est Tech & Co, la quotidienne.
Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, merci d'être là. Tech Co, la quotidienne. Si vous venez d'arriver chez nous sur BFM Business, sachez que chaque soir, nous sommes là, 19h30, 21h, 1h30 de tech. Et dans quelques instants, on va parler de l'intelligence artificielle et du métier de doubleur. Quel impact l'IA sur tout ce secteur du spectacle, du doubleur? On va en parler dans quelques instants avec mes invités. Mais dans l'immédiat, à 20h34, c'est le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de l'actu tech du jour. Et c'est avec Julien Thibault ce soir. Salut Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, Meta va débrancher la version VR de Horizon Worlds le 15 juin prochain. Le groupe recentre son métavers sur une expérience accessible sans casque, un choix qui illustre les difficultés à imposer la réalité virtuelle auprès du grand public. De son côté, Microsoft traverse une période agitée autour de son IA. Les équipes Copilot vont être fusionnées et leur responsable, Mustapha Suleyman, est écarté. Une réorganisation qui intervient alors que le groupe cherche à mieux intégrer Copilot dans ses produits, notamment Windows et Office, pour accélérer son adoption. Toujours dans l'IA, la start-up française Mistral veut permettre aux entreprises de créer leur propre intelligence artificielle adaptée à leurs besoins métiers. Elle lance une offre dédiée baptisée Forge pour tenter de rivaliser avec OpenAI et Anthropic sur le marché professionnel. Et puis, tiens, une news très intéressante, Julien. YouTube qui déploie un outil pour détecter les deepfakes et les usages abusifs de l'image. Et oui, la plateforme veut notamment protéger les personnalités publiques et les journalistes en identifiant les contenus générés par IA qui imitent leur voix ou leur visage. Les créateurs concernés pourront aussi signaler plus facilement ces vidéos et demander leur retrait. En Allemagne maintenant, le pays veut quadrupler ses capacités de calcul pour l'IA d'ici 2030. Berlin veut rattraper son retard face aux États-Unis et à la Chine. Un effort qui passe par des investissements massifs dans les infrastructures et les centres de données. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur le site ou le YouTube de BFM Tech pour un nouvel épisode suivant avec Clément Le Saffre. Au programme cette semaine, Thomas Mansuy et Mathieu Leblanc, créateurs de la nouvelle série Lucky Luke, bientôt disponible sur Disney+, sont venus la présenter. On écoute un extrait tout de suite. Il y avait un pari quand même à vouloir remettre Lucky Luke comme ça en live action, non ? Carrément. C'est même un peu suicidaire en réalité, parce qu'évidemment, alors nous avec Mathieu, on est coutumier des adaptations, donc on sait très bien, et là c'est le cas, qu'on est attendu au tournant, avec impatience et avec défiance. Voilà. Donc il y a un défi. Lucky Luke, c'est aussi, c'est quand même l'opportunité de faire du western en France de manière à peu près légitime. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire de la parodie, on n'est pas en train de raconter, de singer les Américains. On adapte un de nos monuments qui a 80 ans, donc on peut dire qu'il a acquis une petite légitimité. Et donc voilà, donc pour des auteurs, c'est quand même un bac à sable merveilleux et inespéré. Et c'est aussi une occasion géniale parce que comme tout, on va dire, ces monuments de la BD franco-belge, Lucky Luke, c'est un héros qui est classique. Et parce que c'est un héros qui est classique, c'est un héros qui est parfait. Et parce qu'il est parfait, il ne peut pas lui arriver grand-chose. C'est même un des héros les plus parfaits, même si on prend Tintin, Spirou, personne n'est aussi parfait que lui. Lui, il tire plus vite que son ombre, il désarme. Il peut s'en sortir quoi qu'il arrive. Voilà, il désarme ses ennemis avant même qu'ils aient dégainé. Et donc du coup, il y avait la question de comment on fait pour en faire un héros moderne, comment on fait pour le fragiliser et faire qu'on s'intéresse à lui. Voilà. Épisode suivant à retrouver évidemment sur la chaîne YouTube de BFM Tech, entre autres. 20h37, la suite de ce Tech & Co, on va s'intéresser à un métier incroyable, passionnant, peut-être menacé ou pas d'ailleurs. On va s'en intéresser tout de suite. C'est le métier de doubleur avec nos invités. Tech Co, la quotidienne, les invités. Et vous le savez, si vous êtes un fidèle de Tech & Co, chaque soir, on s'intéresse à l'intelligence artificielle et à ses usages. Et on voit que l'IA va avoir un impact dans énormément de secteurs, dans énormément de métiers. Évidemment, les métiers col blanc, comme on dit, les comptables, mais aussi tout ce qui touche au juridique. On parle de santé, bien évidemment. Quid des radiologues dans quelques années ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à scanner des dizaines et des dizaines de radios en quelques secondes, finalement, avec une précision diabolique. On parle aussi de la musique, on parle du cinéma et
évidemment, dans ces métiers du divertissement, il y a celui de doubleur qui est très intéressant et qui, s'intéresse et s'inquiète justement à l'IA. On va en parler avec nos invités. Patrick Cuban est avec nous. Salut Patrick. Bonsoir. Merci d'être là. Artiste, interprète, cofondateur et porte-parole du collectif Les Voix. Patrick, on a eu la chance déjà d'échanger sur ce sujet quelques fois dans Tech & Co, la quotidienne. C'est un sujet qui, si tu me permets, on va se tutoyer, ça sera directement plus sympa, tout à fait. Qui te tient à cœur. Hein. Tu portes justement, tu es là pour défendre en fait ce métier de doubleur face à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ça fait combien de temps que tu es là-dessus? Ça fait au moins 2 ans, non? Alors je crois que je suis venu la première fois ici, c'était il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. On est presque à 3 ans. Voilà. 3 ans. Donc on est toujours mobilisé et mobilisable aussi. Et puis aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux dans ce collectif. Et puis on travaille aussi depuis quelques semaines avec les auteurs de doublage. Donc c'est les gens qui écrivent et qui font l'adaptation, qui sont effectivement indispensables. Donc c'est tous ces petits métiers de cette industrie du doublage qui représentent 110 grosses PME françaises et puis un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros chaque année. Donc c'est comme une industrie dans l'industrie du cinéma, parce que on reste dans l'entertainment. Et ça fait vite combien de personnes en France, ça? C'est 15 000 personnes. 15 000 personnes. Voilà. Donc il y a à peu près 12 000 salariés et puis il y a effectivement un pôle d'auteurs qui travaillent pour ces sociétés de doublage. Voilà. Donc ça, c'est que pour la France. Il y a les auteurs, les comédiens, il y a tout l'aspect technique aussi. Oui. Parce qu'il faut enregistrer tout ça, il faut faire ça dans des studios. Exactement. C'est un vrai métier, un vrai savoir-faire. Ceux qui nous écoutent à la radio ou qui nous écoutent à la télé ont reconnu peut-être ta voix aussi. Tu es la voix officielle de Canal+ aussi et RTL2. Et RTL2 et Canal+ pour les bandes annonces de sport surtout. Je suis spécialisé en sport. C'est ça. Tu as le sport juste à côté, là, chez nous à RMC. Oui. Et puis on a le plaisir d'accueillir ce soir Emmanuel Curtil. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, merci. Acteur français qui est l'une des plus grandes voix du doublage en France, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que Emmanuel, et si tu le permets, on peut se tutoyer aussi. Bien sûr, c'est beaucoup plus sympathique. Ton type de voix va donner une autre existence à des personnages qu'on a tous connus. Voilà, des personnages américains issus de films, de dessins animés, parce que tu as doublé aussi Dingo, Simba du Roi Lion, etc. Bug de l'Âge de Glace. Tu es la voix officielle de Jim Carrey. C'est ça. D'ailleurs, on a apprécié ton intervention qui était très remarquée durant la cérémonie des Césars. Oui, à ma grande surprise. Enfin, ça s'est très bien passé. Ça s'est passé mieux que ce que j'aurais pu espérer. Mais c'est vrai que c'était un bon moment. Oui. Avec un message qui est clair. Il faut faire attention à ce métier de doubleur qui, pour vous, quand même, là, c'est des warnings. On a l'impression que vous avez peur quand même de ce qui va se dessiner. Alors, je ne veux pas lancer de polémique, mais c'est juste pour apporter une petite rectification. Oui, bien sûr. On ne dit pas doubleur, on dit comédien. Comédien. Parce qu'on est des vrais comédiens. C'est justement la raison pour laquelle le doublage français est considéré certainement comme un des meilleurs, voire le meilleur au monde. C'est parce qu'on fait appel à de véritables comédiens qui ont l'art tout en respectant la version originale, mais de se réapproprier le rôle et de le réinterpréter pour donner quelque chose d'humain, justement. Mais c'est vrai que doubleur a un côté péjoratif, mais c'est vrai que comme on dit doublage... Non, mais c'est juste un truc... c'est des gens qui ne connaissent pas le jargon du métier, mais c'est pas... Et tous les doubleurs sont des comédiens. Alors en fait, ça c'est la question. Oui, c'est des comédiens. Disons que, en principe, oui. Je veux dire, il y a comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. Donc en principe, effectivement, tous les doubleurs sont des comédiens. Donc on est tous des comédiens. Après, il y a comme on peut trouver au théâtre, des très bons comédiens de théâtre, et puis il y en a qui sont moins bons. Mais je veux dire ça. En tout cas, c'est un métier qui est fait par des comédiens et qui font indifféremment du théâtre. D'ailleurs, en ce moment, je suis sur scène, et qui font indifféremment du théâtre, de la télévision, du cinéma, de la voix off, des narrateurs dans des documentaires et du doublage. Qu'est-ce qui vous fait peur avec l'IA, concrètement, Patrick? Qu'est-ce qui se trame en ce moment? En fait, l'IA, pour nous, il y a 2 problématiques assez simples à comprendre. C'est tout ce qui est clonage un peu pirate de nos voix. Donc, c'est des sociétés qui utilisent nos voix pour faire des clones absolument illégaux. Donc, et puis, c'est aussi des utilisateurs de ces logiciels qui sont un petit peu en ligne, de ces applications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut retrouver, excuse-moi, je te coupe, parce que pour qu'on comprenne bien, on peut retrouver ton timbre de voix via l'IA.
Oui, c'est ça. Et ça peut être le timbre de la voix d'un journaliste aussi ou d'un citoyen. Donc, c'est des applications qui permettent de cloner des voix et des visages et qui sont absolument partout. Donc ça, c'est on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. À n'importe qui. Mais ça, c'est pas limité à votre métier. C'est-à-dire que c'est pas limité à n'importe qui. Oui, bien sûr, mais c'est le problème des deepfakes, finalement. Exactement. C'est le problème des deepfakes. Voilà, ça peut. C'est pas suffisamment encadré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des textes de loi qui existent, mais ils sont pas assez sécurisants pour les citoyens et sécurisants pour les artistes-interprètes. Et après, il y a tout ce qu'on appelle les startups un peu qui sont dans le doublage, c'est-à-dire qui essaient de faire croire qu'on va pouvoir remplacer en fait tous ces métiers purement artistiques. Et ces startups sont souvent d'ailleurs aux États-Unis, elles s'entraînent aux États-Unis, elles sont installées là-bas, et donc elles vont récupérer un peu notre travail sur Internet par moissonnage en fait, de nos films, de nos séries, de nos documentaires, et elles vont produire des voix qui sont pas forcément reconnaissables et qui pourraient inonder en fait le marché français. Et ça, effectivement, ça peut être une menace. Voilà. Alors aujourd'hui, le public français, on l'a vu avec les Césars, et puis aussi l'appétence qu'ont les Français pour les films doublés en VF. C'est 85% des entrées au cinéma. Les films étrangers, c'est 65% des entrées au cinéma. Donc c'est énorme, c'est un gros marché. Et donc le succès du cinéma américain en France, il est lié en fait avec ce travail artistique qui est artisanal aussi, et de tous ces métiers qui constituent un doublage de qualité. Donc il faut effectivement, comme le dit Emmanuel, des comédiens et des comédiennes qui puissent incarner et jouer, en fait, rejouer les scènes qu'ont fait les acteurs. C'est ce qui crée américains. Le lien avec le public, en fait. On peut pas créer un lien avec une IA. Je veux dire, vous voyez. Est-ce que le doublage est une spécificité française, on va dire aussi, parce que c'est un art finalement. Quand vous doublez Jim Carrey ou n'importe quel autre comédien, on voit que voilà, vous êtes habité par le jeu du comédien et finalement ces deux personnalités ne font plus qu'une. Est-ce que cette spécificité, elle est particulière à la France, ou est-ce que d'autres pays sont aussi comment dirais-je, impacté par le doublage? On sait que les Français aiment bien regarder des contenus doublés. Il y a d'autres pays, c'est le moins le cas. L'Italie est à peu près à notre niveau. L'Allemagne aussi. C'est assez inhérent à la culture. Espagne aussi. Espagne, tout le marché espagnol. Mais c'est vrai que la France a été très. La bande rythmo, par exemple, ça a été créé pour le doublage français. En Italie, ils travaillent au bip, donc le travail est peut-être un peu moins précis au niveau du synchronisme. En France, on a vraiment. Oui, c'est de la joaillerie. Oui, c'est quelque chose de très très précis. C'est très c'est vraiment une partition musicale. C'est vraiment. Et alors, parce que évidemment, c'est un sujet que les Américains ne doivent pas bien comprendre, parce que eux, ils sont pas impactés par le doublage. Il y a très peu de contenu doublé aux États-Unis. Alors ça commence. Ça commence. Oui. Bah oui, parce que Netflix, par exemple, aujourd'hui produisent énormément de programmes en Europe. Oui, c'est ça. La Casa del Papel, par exemple, c'est peut-être en espagnol. Il faut qu'ils le doublent en anglais. Voilà. Donc en coproduction avec d'autres pays, ils arrivent à créer des programmes originaux qui vont être produits en Europe et diffusés après aux États-Unis. Donc ils ont besoin effectivement de doubler tous ces programmes européens ou de d'autres continents pour le marché américain. Donc on voit poindre en fait à Los Angeles de nouveaux studios qui s'ouvrent, qui sont d'ailleurs forment des comédiens au doublage. Exactement, des filiales de studios français d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, absolument. Et d'ailleurs, on envoyait des directeurs artistiques français pour aller former ces acteurs-là, pour les former comme nous, on est formés. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il y a aussi un nouvel écosystème aux États-Unis de doublage un peu traditionnel sur la base du savoir-faire français, avec la fameuse bande rythmo qui nous permet de nous synchroniser. Donc le cauchemar, c'est quoi finalement? C'est que demain, je prends des plateformes comme Netflix ou Disney+, ou Prime Video, se disent ok, finalement, on produit tellement de contenu. On va doubler tout ça, on va traduire tout ce contenu via l'IA et on va prendre des voix artificielles sans plus faire appel à des comédiens pour doubler tout ça. C'est ça le cauchemar. Le danger, le cauchemar, c'est qu'on se contente d'un résultat assez médiocre, approchant de celui qu'on est capable de produire en tant qu'humain, mais qui ne soit pas aussi bon, et que, étant donné les économies substantielles que ça ferait réaliser aux studios américains, qui se disent finalement on va maintenant diffuser. On va diffuser ça quand même. Il y a eu des tests, bien sûr, il y a eu des tentatives qui ont été assez catastrophiques. Oui, c'était on a le fameux exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de la bande-annonce du film
film de Stallone qui a été diffusé sur Amazon. Bon, alors après, c'est une question de temps. Ils améliorent ce qui était plus terrible dans cette histoire-là, c'est qu'ils avaient cloné la voix d'Alain, du comédien qui était décédé, Absolument. Alain Dorval. Voilà. Ce qui est encore plus graveleux, finalement. Je crois qu'ils avaient eu une autorisation de quelqu'un de sa famille. Par sa fille, qui n'était autre qu'Aurore Berger. Oui, qui était Aurore Berger, et la femme d'Alain, voilà, donc qui avait donné l'autorisation pour un test, mais sauf qu'ils ont balancé la bande-annonce sans accepter que la bande-annonce soit diffusée. Puis ils l'ont diffusée quand même, parce que je pense qu'ils s'en fichent éperdument. Donc ils ont voulu faire le test et le tester sur le public. Mais bon, je pense qu'ils y connaissent rien, parce que je ne sais pas qui a pu prendre la décision de diffuser. C'est un Anglais qui a dû écouter ça, il a dû dire nice, en se disant que peut-être ça allait plaire au public français, qui en plus, le public français a quand même une certaine exigence par rapport au doublage. On l'a quand même habitué à un doublage de très bonne qualité. En revanche, excusez-moi, juste, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que effectivement, on voit que l'IA va très très vite, d'accord, qu'il y a en fait des progrès constants. C'est exponentiel. ChatGPT en 2023 n'est pas le même que celui d'aujourd'hui, et dans tous les domaines c'est pareil. Est-ce qu'on peut pas se dire finalement que le truc qui pourrait tenir la route, ce serait que, je sais pas moi, le prochain Jim Carrey, ce soit la voix de Jim Carrey en français, avec une synchronisation labiale de son personnage, en fait, dans un film. Est-ce que ça serait pas, finalement, quelque chose qui serait discutable? Une synchronisation labiale, ça veut dire qu'on changerait, en fait, on modifierait on ferait du morphing, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est quelque chose que les acteurs, c'est pas à nous de décider de ça, c'est les acteurs à l'image qui doivent accepter ou non que leur intégrité physique soit modifiée. Si on dit à un Jim Carrey demain, écoute, voilà, ton prochain film, il sera doublé en français par ta propre voix, parce que on arrive aujourd'hui, grâce à des outils, genre Eleven Labs, etc., à numériser ta voix et à te faire parler en français avec ton timbre de voix et avec ton jeu. Mais il faut que tu acceptes la synchronisation labiale, qui sera une synchronisation labiale française. Alors le problème, c'est que le jeu américain n'est pas le même que le jeu français. Donc on peut pas juste switcher d'une langue à l'autre. C'est pas du tout les mêmes intonations, c'est pas du tout les mêmes sonnantes. Enfin. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça sera compliqué à défendre, ça. Non, mais ce que je veux dire, pour vous en tant que comédien doubleur, ça va être quelque chose de difficile à défendre, parce qu'on peut très bien imaginer que demain, un comédien revendique sa voix originale dans une autre langue. Oui, mais après, il y a ce que je veux dire, c'est que le jeu français, le jeu français, il faut bien qu'il s'inspire de comédiens français. Ce n'est pas le même que le jeu américain. Donc, en fait, ils font un business en volant notre savoir-faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément, le jour où ils réussiront à doubler un acteur comme Jim Carrey en respectant parfaitement les labiales et en le faisant jouer avec son timbre de voix, mais ce sera pas son jeu. Ce sera un jeu qui se sera, nourri d'une autre, de notre savoir-faire. Voilà. En gros, pour que ça marche, il faudrait obtenir le consentement du travail d'Emmanuel sur son savoir-faire, le jeu du comédien français qui imprime en fait le caractère de Jim Carrey en français, parce que Jim Carrey, on peut pas en fait traduire de manière littérale le jeu américain, c'est ce que disait Emmanuel, en jeu français. Il faut qu'il y ait un acteur français qui incarne et qui puisse effectivement donner le sens. Je vous pousse un peu dans vos retranchements. Oui, bien sûr, on n'a pas la même façon de jouer l'émotion, on n'a pas les mêmes inflexions de voix sur l'émotion, on n'a pas la même façon de jouer l'humour. Vous voyez, enfin, c'est un jeu qui est quand même assez différent, et d'une langue à l'autre, hein. Je veux dire que pas seulement de l'anglais au français, mais il y a des langues qui sont plus gutturales que d'autres. Est-ce que la voix d'un acteur, vous voyez, enfin, sera aussi... Aujourd'hui, la technologie, elle marche si on veut traduire, par exemple, un journaliste qui a une voix assez monocorde, assez facile sur un ton informatif, quoi. Informatif, ou alors un directeur de société qui veut s'adresser à 80 pays. Ça, on arrive bien à le faire. Mais sur le jeu du comédien, il faut effectivement un comédien français qui puisse incarner, qui puisse donner le sens du texte et qui puisse donner aussi l'humour. Et ça, c'est la façon de jouer française qui permet ça, qui permet cette magie. Et donc ça peut pas marcher. Mais ça peut être une question de temps. Charles Bietri. Oui, bien sûr. Je prends l'exemple de Charles Bietri. Vous avez vu ce documentaire de très bien, c'est un bon exemple. Il fait parler Charles Bietri alors que enfin voilà, Charles Bietri est atteint de cette terrible maladie, la maladie de Charcot, il ne peut plus parler. Okay, le résultat n'est pas parfait, ok, d'accord, mais c'est quand même impressionnant.
On est d'accord. Oui. On arrive à avoir le ton de la voix, le timbre de voix clair de Charles Bietri quand il s'exprimait normalement. C'est quand même assez impressionnant. Et c'est que le début, finalement. Dans quelques années, ça sera encore plus... De toute façon, dans tous les domaines, hein, ça va être... les avancées technologiques, ce sera... Ça part d'une nécessité pour, effectivement, ce documentaire que j'ai vu, c'est plutôt bien fait. Il a fallu quand même utiliser la voix d'une journaliste, je crois, qui a fait la voix sur ce documentaire-là. Et après, ils ont collé le timbre de voix. Ils ont fait une sorte de ce qu'on appelle de morphing. Ouais, là, il y a une nécessité parce qu'effectivement, il ne peut plus parler. Donc, c'est intéressant d'utiliser la technologie. D'ailleurs, pour des raisons médicales, c'est assez intéressant comme technologie. Il y a des gens du CNRS qui travaillent là-dessus, notamment à Grenoble, pour redonner en fait de la voix à des gens qui n'ont plus de voix. Et ça, c'est très très intéressant. Mais là, en l'occurrence, pour nos métiers, nous, ce qu'on amène, c'est en fait, on part d'une œuvre américaine avec un acteur qui s'appelle Jim Carrey, qui est absolument incroyable, et on rajoute le travail d'un acteur français comme Emmanuel, qui va donner une substance tout à fait magique, et là, ça marche. Il nous reste 4 minutes, oui, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous exigez auprès, alors, ou du gouvernement, ou auprès des plateformes de contenu ? Nous, ce qu'on demande, c'est surtout une transparence de ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire que ces systèmes utilisent nos voix et s'entraînent sur notre travail sans qu'on soit informé. Donc il y a ce qu'on appelle par le moissonnage en fait de nos voix et de nos visages. Donc là, il y a un manque. Mais vous avez pas de preuve que Netflix, Prime, Disney fait ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation légale que ces sociétés en fait ouvrent leur boîte de Pandore ou alors leur boîte noire, on va dire ça comme ça, pour nous montrer qu'on n'est pas utilisé. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un encadrement déjà en termes de transparence et de se dire que demain, on est certain de voir à la télévision ou au cinéma et d'entendre aussi de vrais acteurs, en fait. Si on doit utiliser des voix synthétiques, ça doit être justifié. Pour le documentaire de Charles Bietri, c'était nécessaire. Pour garder en fait Jim Carrey dans son succès au niveau des Français, hein, je pense que il faut pas essayer de le remplacer par une machine. En fait, ça n'a pas de sens. La machine, elle ne sera pas jouée. Ça va être une sorte d'ersatz de jeu ou de jeu totalement synthétique. Comment dire, l'intérêt du doublage et ce qui fait la qualité du doublage français et ce qui crée le lien entre le public et nous, comédiens spécialisés dans le doublage, c'est qu'on a l'art justement de respecter la version originale, mais en se réappropriant le rôle, en le réinterprétant à notre manière, tout en respectant l'anglais, hein, bien sûr, mais en apportant notre touche, notre fantaisie, notre émotion, nos imperfections, et ça, c'est quelque chose que l'IA ne pourra pas produire aussi bien, quoi. C'est notre culture aussi. L'IA ne peut pas créer, voyez. Nous, on a une part de créativité quand même dans le doublage qu'on fait. L'IA ne peut pas créer, elle ne peut que reproduire. Mais est-ce que aujourd'hui, vous êtes entendu par le ministère de la Culture, par exemple ? Est-ce qu'on vous écoute ? On nous écoute, on commence à nous écouter, notamment au Sénat, à l'Assemblée nationale aussi, dans certains ministères. On a rencontré la ministre de l'IA assez récemment, et on commence à discuter. Et on essaie d'expliquer, et je trouve que la soirée des Césars a été géniale parce que on a vu ce savoir-faire et le travail d'Emmanuel sur comment ça marche en fait. C'est comment marche cette magie. Cette magie, c'est la rencontre de deux personnes absolument incroyables, Jim Carrey et le comédien qui le double à l'écran. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder. S'il faut utiliser l'IA pour certaines choses, il faut que ce soit vraiment à la marge, mais pas pour remplacer. Ce qu'a fait Benjamin avec la synchronisation labiale qu'on avait enregistrée préalablement, en fait, on a bien vu que tout de suite, ça a interpellé les gens et que d'une phrase, parce qu'il n'y avait pas que Jim Carrey, hein, mais que d'un comédien, d'une réplique à l'autre, ça évoquait tout de suite quelque chose, un personnage dans un film pour le public qui était là, qui n'est pas forcément acquise à la cause des comédiens de doublage d'ailleurs, mais ça a créé tout de suite Et puis, si c'est fait par des machines, en fait, c'est une partie de notre culture qui disparaît. Parce qu'évidemment, les serveurs, tous ces projets de doublage en IA, c'est pas fait en France. Ça sera fait directement à Hollywood, derrière la porte des studios, on va dire ça comme ça. Donc, je crois que c'est vraiment ça. On parle souvent, j'imagine ici, de souveraineté numérique, hein, la souveraineté des data centers, la souveraineté des commandes des investissements. La souveraineté créative, là, c'est le cas. Exactement. Nous, on est en plein dans la souveraineté culturelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre l'IA. Moi, je bricole à la maison, j'ai un Raspberry, je peux faire un peu de programmation, hein, j'adore ça. Mais je veux dire, nous, on reste quand même des gens qui ont envie de créer devant des micros et de faire des choses. Il faut garder les humains, en fait. Il faut qu'il y ait une supervision humaine, c'est très, très importante. Donc, c'est ça qu'on demande.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci François. Et voilà, sujet, là encore une fois, passionnant. On va bien voir comment tout ça évolue dans les mois qui viennent. Et vous êtes toujours les bienvenus pour défendre évidemment votre métier et nous expliquer justement les avancées dans ce domaine. Merci beaucoup Patrick Cuban, artiste, interprète, cofondateur et porte-parole du collectif des voix. Et puis Emmanuel Curtil, dont vous avez forcément reconnu le timbre de voix inimitable. Merci Emmanuel d'être merci de Tech & Co. Pour terminer cette émission en ce mercredi soir, replay podcast qui vous attendent bien évidemment. Merci de nous suivre chaque soir sur BFM Business et on sera là demain bien sûr dès 19h30. À demain et bonne soirée. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.